Les amis, c'est Mousse l'arbitre. J'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, nouvel épisode. Toujours la saison 2. Il s'est passé énormément de choses. On va essayer de faire un petit tour rapidement. Big up à Hicham le frérot, Psartek le Barça. Big up à Monsieur Nyong, le supporter de l'OM, qui attend avec impatience cette vidéo. On va commencer par les cartons rouges. Il y en aura 3. Le carton habituel maintenant, hein. Le carton, j'allais dire, hebdomadaire. Ça, c'est contre la Hagra qu'ils font à nos amis russes. Voilà. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Ils veulent pas s'arrêter. Donc, voilà. Ceci étant dit, et ceci étant fait. Et j'assume totalement, comme d'habitude, hein, mes propos. Alors, le second carton rouge, bien évidemment, Paris, c'est déjà fini. Et hop là! D'ailleurs, à Monaco, et 1, et 2, et 3-0, 3-0, entre à la maison, le panier est bien garni. Et alors, le troisième carton rouge, l'arbitrage français, on le connaît, c'est catastrophique, parce que c'est pourri gangréné de l'intérieur. En revanche, en Ligue des Champions, bien que de temps à autre on a assisté à des choses incroyables, le niveau a baissé. Le niveau a clairement baissé et j'ai été catastrophé par ce que j'ai vu entre, on y reviendra, l'Atlético Madrid et Manchester United. On a carrément eu droit à une balle à terre sur une attaque de l'équipe qui perdait. Voilà mon ami, c'est fait. Mais avant tout, nous allons commencer par le retour de la Formule 1. Formule 1 is back. Après le scénario dantesque, catastrophique, on ne manquera pas de superlatifs. On sait ce qui s'est passé. Vous avez remarqué, je n'ai absolument pas fait de vidéo après ce dernier Grand Prix qui avait vu la victoire finalement, si on peut appeler ça une victoire, de Verstappen. Voilà. Moi, je faisais partie de ceux qui ont été abasourdis et KO après ce qui s'est passé. Petit rappel, donc Lewis Hamilton se baladait tranquillement pour aller chercher son 8e titre de champion du monde. Quand soudain, Latifi a eu la bonne idée de s'écraser, donc accident, un tour avant la fin. La FIA, pardon, drapeau jaune, il me semble, ou rouge, je sais plus, non, jaune. Bref, la course est arrêtée. Et puis on reprend par... alors là, c'est quand même incroyable. Alors que Hamilton avait plus de 6 secondes d'avance sur son rival. Donc on reprend. Et on enlève toutes les voitures qui étaient entre Hamilton et Verstappen. Et on permet à Verstappen, on le ramène tranquillement à côté de Lewis Hamilton, donc le futur champion du monde. Et on lui offre cette chance totalement inespérée de pouvoir dépasser sur le dernier tour avec des gommes donc neuves pour Verstappen et totalement usées pour Lewis. Donc de pouvoir gagner ce titre. En fait, on a offert à Verstappen sur un plateau son premier titre de champion du monde. On va me dire, t'es pas objectif, pas t'es objectif. Moi, ce que je sais, c'est qu'en pilotage pur, le champion avait 6 secondes d'avance. Tu peux me raconter ce que tu veux, tu peux me dire ce que tu veux. Lewis Hamilton s'était débrouillé pour éviter tous les crashs, tous les accidents tendus par Max Verstappen lors des 6 derniers Grands Prix. Puisque avec un accident à l'image à l'époque de Senna, Prost, Verstappen aurait pu devenir champion du monde.
Donc Lewis devait non seulement se concentrer sur la vitesse, sur la route, sur le circuit, se débrouiller pour battre tout le monde donc à la régulière niveau pilotage, mais en plus de ça, éviter l'accident de Verstappen. Voilà. C'est pour ça que ça me faisait rire. Parfois, même les commentateurs ne comprenaient rien en disant mais pourquoi il le laisse passer? Mais pourquoi il ferme pas? Mais tu veux fermer quoi? Qu'est-ce que tu veux fermer? Tu fermes, il te rentre dedans. Il s'en fout, lui. Il est gagnant à tous les coups. Donc, imaginez-vous la difficulté. Il pouvait pas fermer, puisque là, tu s'en foutais. Il rentre dedans, boum, course terminée, il est champion du monde. Donc, tout en conduisant de manière soft, il était en train de réussir son pari, devenir champion du monde pour la 8e fois, malgré le retard qu'il avait. Et finalement, on a offert ça à Max, à Crash Tappen. Et donc hier c'était le retour, en fait dimanche c'était le retour. Lors des qualifs, c'est Ferrari qui avait annoncé la couleur, le retour de Ferrari, peut-être pour cette année. Les Red Bull et ensuite les Mercedes qui étaient mal réglés. Et à quelques tours de la fin, peut-être 2 tours de la fin, les 2 Red Bull abandonnent. Incroyable, alors que Max Verstappen était deuxième. Du coup, c'est un doublé pour les Ferrari qui n'avaient pas fait ça depuis 2009. Donc peut-être que ça, le rouge va être la couleur de cette année. Et Lewis Hamilton, incroyable, qui allait finir 7, 8, peut-être 6, accroche un podium. Incroyable. Donc le champion est toujours là. Et les Mercedes vont sûrement se régler au fur et à mesure de la saison. Et peut-être qu'on va avoir un duel, ou plutôt, j'allais dire même un trio cette année. Les Red Bull ne vont rien lâcher à mon avis. Ferrari est enfin réglé, j'ai l'impression. Et dans tout ça, Mercedes va essayer de continuer à asseoir sa domination. Donc, la saison s'annonce incroyable et en espérant que la FIA fasse correctement son travail. De manière à ce qu'il y ait de l'équité entre les différentes écuries et les différents pilotes. La Formule 1, c'est déjà fini. On va parler de l'OM. L'Olympique de Marseille qui s'est qualifié à Bâle. Très important. L'OM qui va jouer quart de finale de la Coupe d'Europe. C'est la C3, mais c'est pas grave. Alors pourquoi il est indispensable et primordial de jouer à fond cette Coupe d'Europe? Tout simplement parce que premièrement c'est dans l'ADN du club. Deuxièmement, quand tu joues c'est pour gagner. Troisièmement, il faut arrêter d'avoir cette mentalité de loser alors qu'aucun club français n'a gagné une Coupe d'Europe à part l'OM qui gagne avec des champions. D'accord. On entend chaque saison oui mais c'est pas important ou c'est pas si. Si l'OM le fait, l'OM rentrera encore un peu plus dans l'histoire en étant non seulement le premier club français à avoir avec des champions, mais le premier club français à avoir 2 Coupes d'Europe. Voilà. Et cette Coupe d'Europe n'est pas gagnée du tout d'avance, puisqu'il reste encore Leicester, grosse équipe anglaise qui a sorti Rennes. D'ailleurs, les Rennais se sont bien battus. Et la Roma de tête. Donc la Roma et Leicester, on n'y est pas encore. Il va quand même falloir se donner à fond pour réussir à s'offrir au moins une finale de Coupe d'Europe. Ça serait beau. Niveau championnat, dimanche on a eu ce choc tant attendu et il fallait absolument que l'OM se fasse pardonner car cela fait plusieurs semaines que le Vélodrome est bouillant. Le Vélodrome est en ébullition, d'accord? Les gens se déplacent de loin et au final, ils n'ont rien, ils n'ont pas le résultat à la hauteur, ils n'ont pas le spectacle à la hauteur. Voilà. Là, tu reçois Nice, deuxième, troisième ex-aequo, on sait ce qui s'est passé à l'aller, donc les Niçois, logiquement, ont été interdits de déplacement. De toute façon, c'était ou ça, ou les Marseillais, de toute façon, les auraient interdits de rentrer dans Marseille. Donc, évidemment, la bonne décision a été prise. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et puis, cerise sur le gâteau. Donc, l'OM offre à ses supporters une belle victoire, une victoire importante, une victoire qui leur permet d'être seuls
second de ce championnat et, euh, et une victoire qui vient finalement donner un peu de crédit à Sampaoli qui en avait légèrement perdu. Notamment, moi, je le repensais surtout la rotation. Là, tu te qualifies à Bâle parce que tu as encore bien fait tourner ton équipe. À Brest, c'était très intéressant le match, notamment de Amin Harit. Moi, seul, parenthèse que je mettrais, je trouve que ce joueur ne joue pas assez. Voilà, ok, tu as décidé que ça soit Under, Payet, Milik, t'es titulaire machin. Mais moi, je pense que quand Payet est un peu fatigué, de temps, il doit tourner, il ne peut pas jouer tous les matchs. Under, c'est la même chose, il finit à chaque fois sur les rotules. On l'a vu encore contre Nice. Voilà, c'est Amin Harit, en ce moment, on retrouve toute sa confiance, il est décisif. Fais-lui commencer ses matchs. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et voilà, le travail a été fait. Le Vélodrome a enfin eu la victoire qu'il attendait. Voilà, encore une fois, vraiment ce stade est extraordinaire. Le spectacle a été incroyable. Un vrai volcan en ébullition. L'OM, on en a parlé. Justement, on passe à la Ligue des Champions. Et donc on peut faire la transition avec Paris, puisqu'on était dans le championnat. Le PSG donc s'est fait massacrer par Monaco, 3-0. On ne reconnaît plus cette équipe. En Ligue 1, on a reconnu cette équipe en Ligue des Champions, avec ses travers. Ils ont joué 3 mi-temps sur 4 contre le Real, où ils ont été supérieurs au Real. Il a fallu que le Real joue 30 minutes pour éliminer le PSG. Incroyable. Paris, c'est déjà fini. Paris, où il n'y a aucune limite de budget, les salaires sont incandescents, il faut le dire. Il n'y a pas de chef d'orchestre dans cette équipe, que ce soit sur le banc de touche ou sur le terrain. Les joueurs en Ligue 1 n'ont pas besoin de forcer. Et puis de toute façon, dès que ça bloque un peu, l'arbitrage va venir faire pencher la bascule. Mais ça ne rend pas service au PSG. La preuve, c'est qu'en Ligue des Champions, voilà, quand les arbitres ne leur font pas de cadeaux, tout de suite, ce n'est plus la même. Donc entre l'arbitrage, le fait qu'il n'y a pas de tollé dans cette équipe, tout le monde fait ce qu'il veut, et surtout, contrairement à l'OM, où on a vu des joueurs qui mouillent le maillot, et une ambiance incroyable, un public, une ferveur incroyable, malgré le manque de moyens. À Paris, tu as les moyens, tu as les joueurs, et t'as pas le reste. Et le reste ne s'achète pas, malheureusement. Donc Paris, c'est déjà fini. Le Real Madrid en patron. Le Real Madrid, la plus grande équipe, finalement, on le sait, de l'histoire de cette compétition. On peut dire la plus grande équipe, tout confondu, de l'histoire du football, a encore une fois étonné, fait preuve de beaucoup de sérénité et de classe, il faut le dire, grâce à un joueur qui en ce moment est incroyable, et ça fait un moment que ça dure, Monsieur Karim Benzema, que perso je trouve ces 2 dernières saisons, il n'a jamais été aussi fort que ça. Voilà, il a gagné en maturité, il s'est remis physiquement, il s'est bien inspiré de Ronaldo, et on a l'impression qu'il peut encore jouer facilement 2 ans à ce niveau-là. Voilà. La Ligue des Champions a vu Paris se faire éliminer, le Real se qualifier. Moi, je vais parler aussi maintenant de Manchester United contre l'Atlético Madrid. Un partout à l'aller. Il y avait beaucoup d'espoir pour les supporters mancuniens. On a eu un bon démarrage. Manchester a commencé ce match très fort. Finalement, on a eu le match auquel on pensait, c'est-à-dire
une équipe qui allait défendre, casser le jeu, l'autre équipe qui allait essayer d'emballer le match. Malheureusement, les équipes nous ont offert à peu près ce qu'on attendait. L'arbitre, en revanche, a été catastrophique. L'arbitre, en termes de gestion de match, ça a été zéro. À partir du moment où tu sais qu'une équipe est là pour casser le jeu, pour gagner du temps, bref, il y a une équipe qui sera dans la construction, l'autre dans la destruction, tu ne peux pas ne pas sanctionner l'équipe qui casse le jeu. Ce n'est pas possible. Il y a eu 45 tacles sans avertissement. C'est pas possible. Les contestations, j'en parle même pas. Les fautes, certaines fois pas sifflées contre l'équipe, contre le joueur qui part balle au pied. Donc en gros, on est venu avantager l'équipe qui ne cherchait pas à jouer au foot. Et c'est inadmissible. Un arbitre, au bout de 5 minutes, 10 minutes maximum, il a la température du match. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit siffler. Il sait quelle équipe il doit avantager, quelle équipe il doit sanctionner. Il doit nettoyer son match. Au bout de 5-10 minutes, il le sait. Là, il a favorisé l'anti-jeu. Bravo. Et cerise sur le gâteau, sans parler du but où il y a une poussette, il tombe quelques secondes, 2 secondes, 3 secondes après. Ça n'empêche pas qu'il y ait une poussette. S'il n'y a pas de poussette, le joueur ne va pas tomber. Mais sans parler de ça, de manière générale, cet arbitre était perdu. Et alors que Manchester attaque pour essayer de revenir au score, alors que l'autre équipe ne fait que des fautes, ne fait que casser le rythme du match, il a osé siffler une balle à terre. Arrêter, c'est-à-dire le jeu. Alors que donc le United avait le ballon pour une balle à terre parce qu'un joueur est resté couché d'Atlético Madrid. Évidemment, on les connaît de manière intelligente. Et j'aurais pu rajouter un carton rouge à la sortie de Diego Simeone. Voilà, Diego, bravo à toi. On va parler de Cristiano Ronaldo parce que malheureusement, cette saison à Manchester, c'est la seule satisfaction. Ce mec est incroyable, 37 ans. Et après son triplé historique contre Tottenham, qui offre la victoire en plus à Manchester, il marque son 805, 806, 807e but de sa carrière. Il est seul au classement, le GOAT des GOAT. Rendez-vous compte, 807, il conduit une voiture familiale, il a rentré toute la famille dedans. C'est incroyable. Et vas-y, installe-toi Messi, installe-toi Benzema, installe-toi Mohamed Salah, installez-vous tous. Et prenez exemple. 807. C'est incroyable. Et il les a pas mis, pardon, dans le championnat iranien, dans le championnat slovétique ou dans le championnat, je pourrais même parler de la Ligue 1. Et encore que un joueur qui marquerait 807 buts en Turquie ou en Bosnie ou où tu veux, eh ben je le respecterai quand même. Parce que les buts, il faut le marquer. Et j'aurais quand même dit, ce gars-là, s'il a fait ça, c'est qu'il est incroyable. Pourquoi? Parce que pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Si c'était si simple. Même en Slovaquie, même en truc. Mais là, on ne parle pas de la Slovaquie. On parle de... Parce que même ces matchs à Lisbonne sont comptabilisés, alors que c'était Lisbonne, d'accord? Et qu'il n'était pas encore au sommet de son art. Mais Lisbonne, Manchester United, Real Madrid, Juventus de Turin, Manchester United et l'équipe du Portugal avec qui en plus il a eu un euro. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter sur ça. Monsieur, obrigado, Cristiano Ronaldo. La Ligue des Champions, donc, on en a parlé. On va finir, et on va faire plaisir, à nos amis barcelonais, puisque le Barça qui était en forme, qui revenait bien,
On l'a vu lors des derniers matchs. D'ailleurs, ils sont toujours en Europa League. Contrairement, on peut faire en plus l'analogie avec Manchester. Manchester va avoir du mal à sauver sa saison. D'ailleurs, ne peut plus sauver sa saison. Hormis une 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Et on sait très bien que la Première Ligue et le niveau de la Première Ligue et le rythme en termes de points, c'est compliqué. Donc, je ne dis pas, évidemment pas, que United réussira sa saison, mais en finissant 4e, ils sauveront évidemment les meubles. Barcelone, qui était très mal parti également, mais qui revient bien, qui va s'assurer confortablement une place pour la Ligue des Champions l'année prochaine, qui peut aller au bout de l'Europa League. Et j'ai envie de vous dire, il y a eu un mercato hivernal très très intéressant. Pendant ce Classico, bien évidemment, moi j'étais sur Marseille-Nice, donc j'ai pas vu le match. J'ai vu un bon résumé de ce match. Bon, hormis 2-3 actions du Real Madrid, il n'y a pas eu match. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de buts sans le match encore incroyable de Courtois. Barcelone a écrasé le Real Madrid. J'ai même envie de te dire, regardez, alors voilà. J'ai même envie de te dire, Barcelone a balancé le Real Madrid. C'est incroyable. Ils les ont écrasés. D'accord, il n'y a pas Benzema. C'est quand même le Real Madrid. Tu ne peux pas être autant dépendant d'un joueur. Et puis, on va pas se cacher sur ça. Il n'y avait pas Benzema. Il y avait la fatigue. C'est vrai que le Real Madrid joue encore la Ligue des Champions, etc. Mais en rien, on ne va enlever la performance et surtout le beau jeu qu'a retrouvé le Barça. Pour l'instant, Xavi, retour réussi. Je voulais juste mettre un mot sur Aubameyang. Alors moi, je suis très... Oui, je suis content parce que lors d'un repas familial, à l'époque où encore il n'y avait pas... C'était il y a 1 an et demi à peu près, une semaine et demie. Donc Manchester était encore au plus mal, il n'y avait pas encore Ronaldo, etc. Et on parlait d'attaquant, pas attaquant. Et moi j'avais sorti, écoutez, vous pouvez me dire ce que vous voulez sur ce joueur. Ils m'ont dit quel joueur. J'ai dit Aubameyang, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais dans un championnat compliqué, chaque saison, ses buts il les marque. Alors oui, il est dans une équipe nulle, parce que Arsenal, c'était nul, ça commence là à revenir. Et pendant un moment, voilà, c'était compliqué. Le classement d'Arsenal, chaque saison, c'était compliqué. Mais c'est un gars régulier. Alors on m'a dit, oui, mais non, mais qu'est-ce que tu dis, tatati. Je dis simplement que si un gars, il est aussi régulier en première ligue, c'est que le mec est bon. Donc, oui, il y a une saison et demie, j'aurais bien voulu le voir porter le maillot de Manchester United. Et d'ailleurs, je parlais de lui et de Giroud. Voilà. C'était avant que Giroud, bien évidemment, aille au Milan AC. Giroud, je crois, devait aller à Chelsea. Voilà. Et où c'était les débuts et il jouait pas beaucoup. Donc du coup, j'avais sorti ces deux noms-là. Et je vais d'autant plus le confirmer aujourd'hui quand je vois ce que Aubameyang fait à Barcelone. Voilà. Donc, Aubameyang, tu peux dire ce que tu veux, il n'est pas toujours académique, etc. Il fait peut-être pas rêver, mais le gars est là, le gars est présent, le gars marque ses buts, le gars tire son équipe vers l'avant. Les amis, c'est parfait. 25 minutes, prochaine vidéo, elle va arriver dans pas longtemps. Le racisme anti-africain, grosse vidéo. Peace, bisous mes arbitres, partagez fort et likez fort. Peace.